Bonjour à tous et bienvenue dans Fact Checking, l'émission qui confronte les paroles au réel. Séparatisme, c'est un mot qui fait peur, et a raison si l'on en croit Emmanuel Macron, car pour notre président, le séparatisme mettrait aujourd'hui en danger notre République, notre capacité à vivre ensemble. Un élément de langage au cœur de la communication présidentielle depuis maintenant plusieurs mois, puisqu'il en parlait déjà au journal Le Monde en janvier dernier. Et depuis, ce mot revient régulièrement, parfois d'ailleurs utilisé au pluriel, les séparatismes. Des séparatismes auxquels Emmanuel Macron devait apporter des réponses le 2 octobre lors d'un discours à la nation. Alors, la République est-elle confrontée à une menace séparatiste? Cette grille d'analyse permet-elle de comprendre des phénomènes existants et donc de les résoudre? C'est l'objet de notre fact-checking de la semaine. C'est qu'on a désigné les choses. On n'a pas peur de nommer les choses. Il a exprimé clairement des choses qu'on taisait jusqu'à présent. Notre ennemi est à ce titre le séparatisme. La République, parce qu'elle est indivisible, n'admet aucune aventure séparatiste. Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme. D'accord, le séparatisme, ça fait peur. Mais le séparatisme, c'est quoi? Car après tout, les mots ont un sens qu'il faut connaître avant de les employer. À plus forte raison peut-être quand ils désignent un concept politique. Le séparatisme, c'est la volonté partagée par un groupe d'individus, localisés géographiquement et possédant des éléments d'identité commune, de se détacher de l'État dont il fait partie pour constituer une entité politique autonome. Par exemple, on peut dire sans se tromper que l'Espagne est confrontée depuis quelques années maintenant à un séparatisme catalan de grande ampleur. Alors la France serait-elle touchée par un tel phénomène? A priori, non. En fait, si Macron utilise le terme de séparatisme, c'est pour désigner un phénomène tout autre et bien particulier. Et beaucoup reprochent à Emmanuel Macron de ne pas nommer les choses, ça n'était pas le cas vendredi, le président de la République. Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste. C'est un projet conscient, théorisé, politico-religieux, qui se concrétise par des écarts répétés avec les valeurs de la République, qui se traduit souvent par la constitution d'une contre-société et dont les manifestations sont la déscolarisation des enfants, le développement de pratiques sportives, culturelles, communautarisées, qui sont le prétexte pour l'enseignement de principes qui ne sont pas conformes aux lois de la République. C'est l'endoctrinement, et par celui-ci, la négation de nos principes, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité humaine. De ceci, on peut comprendre deux choses. La première, c'est que le président ne parle pas vraiment de séparatisme, simplement de groupes qui profitent des carences de l'État pour vivre selon leurs propres règles. Un phénomène qu'il peut sembler légitime de combattre, mais qui est ici très mal caractérisé. La deuxième chose à comprendre, c'est que ce n'est pas ce phénomène sous toutes ses formes que le président entend combattre, mais bien principalement son expression lorsqu'elle est le fait d'intégristes musulmans. On est donc ici bien loin de la promesse de départ, celle de la grande lutte contre tous les séparatismes que la presse nous annonçait. Comme si en fait cet élément de langage, dès le départ abusif, n'avait été employé que pour brouiller les pistes sur les intentions réelles de l'exécutif. D'ailleurs, cela semble se confirmer, puisque 4 jours après le discours présidentiel, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annonçait que le projet de loi en découlant porterait en réalité sur la laïcité et non sur le séparatisme. En enlevant le mot séparatisme, le gouvernement veut éviter d'être accusé de stigmatiser une religion. Séparatisme pourrait donc être remplacé par laïcité et principe républicain. Alors bien sûr on pourrait se dire que tout ça n'est pas très important, sauf qu'en fait le problème ne se limite pas à une futile question de rhétorique. Pourquoi? Parce que nommer un problème, c'est la première étape pour essayer de le résoudre, et si dès le départ le problème est mal nommé, il y a de fortes chances pour que l'on apprécie mal la situation et que les réponses qu'on y apporte se retrouvent au final à côté de la plaque. Et à voir certaines annonces d'Emmanuel Macron, on se dit que ça pourrait bien être le cas ici. Évidemment, dans le catalogue de mesures présidentielles destinées à combattre l'intégrisme musulman, ou comme le nomme Emmanuel Macron, l'islamisme radical, on trouve de tout. On trouve bien sûr des mesures qui semblent avoir du sens, comme celles visant à rétablir la neutralité des agents de l'État, ou celles visant à encadrer davantage l'enseignement hors contrat, même si l'on en sait au final assez peu pour l'instant, sur les moyens déployés pour parvenir à ces fins. On trouve aussi pas mal d'effets d'annonce. Par exemple, quand le président annonce des possibilités étendues de dissolution d'associations, il semble oublier que l'actuel code de la sécurité intérieure
permet déjà par exemple de dissoudre toute association incitant à la haine sur la base de l'appartenance ou de la non-appartenance à une religion, et que ce dispositif reste aujourd'hui très sous-employé et pas toujours à bon escient. Par exemple, la dernière grosse vague de dissolution d'associations musulmanes, en 2019, concernait des associations chiites, alors même que les derniers attentats commis sur notre territoire au nom de cette branche minoritaire de l'islam datent de 1986. Mais surtout, l'analyse globale sous le prisme du séparatisme amène notre président à commettre une grosse erreur. Celle consistant à adopter une attitude de médiateur, de conciliateur entre la République et l'islam. C'est dans cet écueil qu'il tombe lorsqu'il prétend contribuer à l'émergence d'un islam des Lumières en entendant peser sur la structuration de l'islam et sur la formation des imams. Le quatrième axe de la stratégie que nous entendons conduire, de ce réveil républicain, il consiste à bâtir enfin un islam en France qui puisse être un islam des Lumières. L'ambition de former et promouvoir en France une génération d'imams, mais aussi d'intellectuels qui défendent un islam pleinement compatible avec les valeurs de la République, est une nécessité. Alors on ne va même pas se pencher sur ce qu'il peut y avoir de prétentieux pour un non-musulman à prétendre régler une querelle interne à l'islam vieille de 1400 ans. Le fait est surtout que cette question ne concerne ni la République ni son président. En France, le pouvoir politique est séparé du religieux. Le président n'est pas un conciliateur, c'est le garant des lois. La République n'est pas là pour organiser l'islam, mais pour fixer la règle commune, s'assurer de son respect absolu et, le cas échéant, punir les contrevenants, et peu importe qu'ils soient imams, rabbins ou tourneurs-fraiseurs. Dans cette entreprise d'Elsenheim se trouvent des tourneurs-fraiseurs, un métier qui se raréfie. Et pourtant, rien ne remplacera ces ouvriers capables de transformer un bloc de métal brut en une pièce à la finition ultra précise. Cependant, la République ne peut bien sûr pas fonctionner uniquement en imposant des règles. Pour que les gens y adhèrent, encore faut-il qu'elle leur rapporte quelque chose, qu'elle leur fasse une promesse et qu'elle la tienne. Et c'est quand la République ne tient plus ses promesses que chacun, se sentant trahi, est tenté de se replier sur des communautés plus petites. Sauf que là aussi, historiquement, en France, les promesses de la République ne sont pas relatives à la religion ou aux spécificités de chacun. Elles sont adressées à l'ensemble des citoyens. Reconstruire le pacte républicain, ce n'est pas flatter des catégories en promettant par exemple d'enseigner l'arabe à l'école. C'est bien plus largement faire en sorte, par exemple, que l'école apporte à tous une éducation de qualité, offrant à chacun des perspectives d'émancipation et d'ascension sociale. L'éducation nationale ne fait plus rêver et le nombre de candidats inscrits au concours s'en ressent. Une baisse de près de 10% des candidats au CAPES et à l'agrégation l'an dernier, et la conséquence, c'est que le niveau exigé pour entrer dans l'enseignement est en baisse. C'est tout sauf une bonne nouvelle pour Patrick Rayoux, professeur en sciences de l'éducation. Lorsque le nombre de candidats diminue, eh bien la qualité diminue aussi, puisque la sélection entre eux est moindre. On sait aussi que s'ils ne sont pas candidats et s'il y a moins de titulaires, on va les remplacer par des contractuels qui ont un bagage plus faible, qui n'auront pas nécessairement non plus de formation. Donc plus on va multiplier ces interventions épisodiques et précaires, plus on peut penser que ça va continuer à dégrader les apprentissages des élèves, puisqu'au bout du compte, c'est quand même ça qui est important. Or, toutes ces questions qui font le pacte républicain, l'éducation, mais aussi la justice, la sécurité, l'aménagement du territoire ou encore l'emploi, Emmanuel Macron les a évoquées le 2 octobre, mais sans faire aucune annonce concrète dans ce sens, simplement pour se féliciter de tout ce qu'il avait fait de bien sur ces questions depuis son arrivée à l'Élysée. Et donc tout cela s'est déployé depuis 3 ans avec force, détermination, avec beaucoup de propositions qui ont été portées par les ministres, qui ont été aussi portées par Jean-Louis Borloo, dont je veux saluer le travail, l'implication et les idées. Et quand je regarde le rapport qui nous avait été remis, plus de 3/4 ont été mis en œuvre. On peut s'en féliciter. Tout ce qu'on a fait sur le temps extrascolaire, devoirs faits, etc. Quartier d'été, cet été, avec ce qu'on a appelé l'été apprenant et culturel. C'est une reconquête essentielle, c'est du concret pour ces enfants qu'on n'a pas laissé dans la main d'associations qui veulent la fin de la République. Ce réveil, c'est celui de tous les citoyens. C'est celui d'une France unie autour de ses valeurs. Plus nos ennemis chercheront à nous opposer, plus nous serons rassemblés. Plus ils chercheront à nous détruire, plus nous ferons bloc. Plus ils chercheront à faire vaciller nos valeurs, plus nous serons intransigeants.
intransigeant parce que c'est notre histoire dont il s'agit, mais intransigeant parce que à cette intransigeance correspond la bienveillance républicaine que j'évoquais. Le problème, c'est que si l'action d'Emmanuel Macron a déjà permis de ressouder les Français, comme il le dit, on se demande bien pourquoi ce besoin d'alerter sur les tentations séparatistes. Et au final, c'est peut-être là ce qu'il y a de plus dommageable, au-delà même du fait de mal nommer les problèmes. Cet exercice constant d'autocongratulation qui empêche de regarder la réalité en face. Car si aujourd'hui, non, notre pays n'est clairement pas la proie des séparatismes, à force que l'État laisse les citoyens livrés à eux-mêmes, cela pourrait bien finir par arriver. Et ce jour-là, ce n'est malheureusement pas un énième discours rempli de lieux communs et d'approximations qui améliorera les choses. Alors j'ai conscience que j'ai peut-être déçu ceux qui attendaient des caricatures, dans un sens ou dans l'autre. Je l'assume et je continuerai de l'assumer. Ce réveil républicain, il ne peut pas être le fait de quelques-uns. On n'administre pas des consciences. On gouverne un pays, on engage des citoyens. Nous ne sommes pas une société d'individus. Nous sommes une nation de citoyens. Cela change tout. On apprend à être citoyen, on le devient. Ce sont des droits et des devoirs. Et partout où la République ne donne plus d'avenir, n'attendez pas que ces enfants l'aiment. Malheureusement. Et ça ne se décrète pas, l'amour. Ça ne se légifère pas, l'espoir. Ça se démontre. Voilà, fact-checking, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à tous ceux qui ont rendu cette vidéo possible, et notamment bien sûr à nos tipeurs qui financent l'émission grâce au lien Tipeee en description de la vidéo. Comme vous ne le savez peut-être pas, cette chaîne est entièrement financée par les dons de ceux qui, parmi nos abonnés, choisissent de la soutenir. C'est à notre sens la meilleure formule possible pour garantir notre totale liberté en termes de contenu et de sujets abordés, et pour s'assurer que nos vidéos demeurent en accès libre pour le plus grand nombre. Si notre travail vous plaît et que vous en avez les moyens, on vous invite donc vous aussi à rejoindre la communauté des tipeurs et à financer la chaîne à hauteur de quelques euros par mois. Ça peut sembler peu, mais si vous êtes nombreux à le faire, pour nous c'est déjà énorme et ça nous permet de faire ce travail tout en continuant à développer la chaîne. Il vous suffit pour ça de cliquer sur le lien Tipeee en description de la vidéo. Pour le reste, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous et à faire connaître notre travail à votre entourage. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Vous pouvez aussi laisser un commentaire et un pouce bleu, ça fait plaisir et ça donne de la visibilité à nos contenus. Jeudi prochain, vous retrouverez Tatiana pour un nouveau fil d'actu, et nous, on se retrouve d'ici 2 semaines pour un nouveau fact-checking. Salut et à très vite.